Bonsoir, soyez les bienvenus, il est 19h, voici les titres de votre 19-20. Les choses sérieuses commencent pour le Premier ministre. C'est cette semaine qu'Édouard Philippe lancera la réforme du Code du travail, déjà très critiquée. Quelle sera sa méthode? Début de réponse à 19h30. Le discours de Donald Trump sur l'islam en Arabie Saoudite était très attendu, mais ce sont ces diatribes contre l'Iran qui retiennent aujourd'hui toute l'attention, alors même que les Iraniens viennent de reconduire le président modéré Hassan Rouhani. À la une de votre édition régionale, un cloche-merne jaune en Loir-et-Cher. Cela fait plusieurs années que les élus s'y déchirent. L'un d'eux a entamé une grève de la faim ce week-end. Le 21e salon des jeunes inventeurs de Mont en Indre-et-Loire. 25 jeunes y présentaient leur invention avec comme gain à la clé une place au concours Lépine. Et puis l'obésité, elle touche 17% de la population de la région Centre-Val de Loire. Nous en parlerons avec notre invitée ce soir, Claire-Émilie Olivier, coordinatrice du centre spécialisé de l'obésité au CHR d'Orléans. Que se passe-t-il dans la commune loir-et-chérienne de Jaune? Depuis quelques années, les élus municipaux se déchirent. Il y a un an, de nouvelles élections étaient organisées pour remplacer 6 élus démissionnaires. Depuis, rien ne semble s'arranger, bien au contraire. La préfecture a même demandé la dissolution du conseil municipal. Et depuis ce week-end, un des élus a entamé une grève de la faim. Julien Bernier, Charlie Krief. À Jaune, la vie n'est pas toujours rose au sein du conseil municipal, comme cet échange tendu entre le maire et un de ses adjoints. J'essaye de remettre la vérité au sein du conseil municipal, oui, et au sein de la commune surtout. Parce que quelque part, il y a beaucoup... constamment. Pas en mentant, monsieur le maire. Ici, vous transformez la commune en cloche-merle. En cloche-merle. Voilà. Pascal Chemin, adjoint et élu d'opposition, entame une grève de la faim. Depuis des mois, il dénonce les pratiques du premier magistrat. On a un premier magistrat de la commune qui est autoritaire. Le deuxième problème, donc, c'est une pression au niveau des employés de la commune parce que ça met à mal ses employés. Le troisième problème, donc, c'est une personne qui est diminuée physiquement parce que il a eu malheureusement quelques maladies. Tout va bien au Conseil, sauf que l'opposition dit le contraire. Une opposition qui est violente, permanente et agressive, c'est tout. Mais ça, je ne la ferai pas taire, la parole est libre. Démission de conseillers, bagarre au sein de la mairie, intervention des gendarmes. La crise est permanente entre les élus. Les administrés sont lassés. On est mal parti avec un maire qui est bon à rien, qui ne veut pas démissionner. Le conseil, c'est pas mieux, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a aucun travaux de fait dans la commune, ils ne veulent pas dépenser d'argent. C'est le cirque complet, quoi. S'ils pouvaient au moins essayer d'avoir une entente, mais ça bloque. Le maire bloque tout. Dans l'attente d'une solution, Pascal Chemin va vivre dans la mairie et arrêter de se nourrir. Une demande de dissolution du conseil municipal est en cours depuis février. C'est une procédure longue et exceptionnelle décidée en conseil des ministres. Dans le Cher, un pompier a perdu la vie hier alors qu'il se rendait en intervention avec ses collègues de la chapelle d'Angilon, en dépassant un engin agricole. Il a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est ensuite couché dans un champ. L'homme était pompier volontaire, il avait 60 ans. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a adressé ses condoléances à sa famille. Dans le reste de l'actualité, un entraînement militaire en Indre-et-Loire ces 3 derniers jours. La commune d'Avon-les-Roches a accueilli sur le camp du Ruchard le Air Raid 2017. Des épreuves pour parer la menace terroriste. Sur place, Patrick Ferret avec Julie Postolek. 45 équipes, soit 180 soldats, disputent ce raid depuis vendredi matin. La plupart provient des différentes bases aériennes françaises, mais l'épreuve intègre aussi cette année quelques représentants d'armées étrangères. Ça consiste à faire un exercice en commun entre le personnel d'active et le personnel de réserve, unis pour faire face. Il faut travailler ensemble les mêmes exercices de l'armée de l'air pour faire face à quoi? Faire face à tout ce qu'on rencontre aujourd'hui. Ce n'est pas une surprise, sur la 50aine d'ateliers organisés, l'accent est beaucoup mis cette année sur la menace terroriste. Ici, l'intervention d'une patrouille sentinelle dans un bâtiment public. En tout cas, les équipes constituées de 4 personnes n'ont guère le temps de souffler. On est comme si on était en opération, c'est-à-dire qu'on ne relâche jamais rien, quoi.
Donc il faut gérer son temps de sommeil, ses exercices, ses parcours CO, etc. Moi je suis réserviste ainsi que les 3 autres membres de l'équipe. Donc il nous apporte son expertise de professionnel dans le métier de protection. Et nous, de notre côté, la réserve, ça nous permet de valider les entraînements qu'on fait tout au long de l'année. Et donc c'est un échange permanent tout au long de cet exercice. On est certes loin de la parité, mais quelques femmes participent au raid et une équipe est même à 100% féminine. Ici sur l'atelier baptisé Identification et ingestion de nourriture de fortune. On s'organise au niveau du temps, au niveau de tout ce qui est obstacles, voilà, beaucoup d'entraide entre nous. Voilà, pour nous c'est une très belle aventure. On veut juste prouver que le personnel féminin aussi de la Mendeleyre est capable de tout faire. Donc voilà, on fait au mieux. C'est la première fois que la BA 705 de Tours organise l'Air Raid. La prochaine édition en 2018 se déroulera à Mont-de-Marsan. La politique est cette question. Les électeurs vont-ils dégager au mois de juin une majorité à l'Assemblée nationale? La droite et le centre cherchent en tout cas à l'obtenir et à s'installer dans une cohabitation avec le président Macron. Un scénario plutôt hypothétique pour Florent Montillot, président de l'UDI du Loiret. On l'écoute. Il y a 3 possibilités pour ces législatives. L'opposition, la cohabitation, la coalition. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Je ne pense pas du tout que les Français vont, un mois après les présidentielles, choisir la cohabitation, c'est en fait choisir une majorité différente. Je ne pense pas non plus que La République En Marche aura la majorité absolue. Vous pensez quoi alors ? Et donc je pense très concrètement que l'on va, et je le souhaite d'ailleurs pour ce qui me concerne, vers une coalition à la fois gouvernementale et coalition de projets. Comme d'ailleurs le font les Allemands depuis maintenant le début des années 2000, comme le font les Pays-Bas, comme le font un certain nombre des pays d'Europe du Nord. Et on voit d'ailleurs que ça marche très très bien. C'est ce que vous souhaitez, vous ? C'est ce que je souhaite. Florent Montillot, qui était l'invité de Dimanche en politique ce matin aux côtés du PS Marc Gricourt et du FN Daniel Fragzac. Dans l'Indre, ils avaient été condamnés en 1946 pour le meurtre d'un garde-chasse à Mézières-en-Brenne. Gabriel Thiénot et Raymond Miss avaient été graciés par le président Coty. L'ombre de l'erreur judiciaire planait effectivement sur le verdict. Et depuis, une association se bat pour obtenir un procès en révision. En attendant, les hommages se multiplient dans l'Indre, à l'appel du maire de Châteauroux, Gilles Averroux. Aujourd'hui, c'est une aire de camping-car qui a été baptisée Miss et Thiénot dans la commune de L'Étranger. C'est une réhabilitation, mais ça n'empêche pas que nous, on voudrait que la justice reconnaisse leur innocence. Ils ont été graciés après 7 ans et demi de prison, mais ils ont toujours clamé leur innocence. C'est pas la même chose, hein. Il faut qu'ils soient considérés par la justice comme innocents. Après tout ce qu'ils ont vécu, toute leur vie a été broyée par ça. La filière de l'élevage a ouvert ses portes au public pour l'opération Made in Viande, 3e édition. Des rencontres qui ont débuté mercredi pour s'achever ce dimanche. Illustration dans une exploitation du Cher. Juliette Rocher, Olivier Lopez. On fait les mâles en bœuf castré. À peine arrivé et déjà dans le vif du sujet. Pour ce groupe, la visite de l'exploitation commence directement à l'étable. Car avant que votre bavette ou votre entrecôte n'arrive dans votre assiette, il faut bien l'élever, la grosse bête. C'est un grand sujet de savoir qu'il y a une exploitation bio d'une personne qui prend soin de ses bêtes. On peut supposer que la viande est très bonne. Et je fais partie des personnes qui préfèrent manger moins de viande, mais de la bonne viande. Voilà, et je pense que nous tous, on devrait y avoir accès. Entre véganes et végétariens, la viande n'a plus la cote, alors les éleveurs doivent faire de la pédagogie. Pourtant, les jeunes continuent d'être attirés par le métier. Oui, j'ai pas peur, je trouve ça cool. Tout le monde dit les agriculteurs ils meurent, trucs comme ça, ils sont tous dans la misère comme ça, mais ça sert à rien de dire ça. Faut le faire. Puis voilà, si t'as envie de faire ça, tu le fais. Avec 20 ans d'expérience en bio, cet éleveur voit d'un bon œil l'arrivée de cette nouvelle génération, d'autant qu'il y a du travail dans le secteur. Entre l'élevage et la boucherie, la filière fait travailler 7 métiers différents. Nous, on fait le choix d'assumer le fait d'être des omnivores et de nourrir, d'alimenter, d'aimer des animaux pendant leur période d'élevage pour les amener à alimenter les humains. Parce qu'on fait la séparation très nette entre les animaux et les êtres humains. Et on assume ce choix, nous on l'assume culturellement. On n'est pas des militants, c'est notre histoire. Il y a des gens qui veulent la remettre en cause complètement, mais on dit non, désolé, elle a des racines, mais elle a aussi une actualité de tous les jours qui nous va, et on l'assume et on va jusqu'au bout. Hop là. Une journée pour discuter avec le public, une journée aussi pour transmettre son savoir. Il y a à la clé une place à décrocher pour le concours Lépine. La 21e édition du Salon des Jeunes Inventeurs se tenait à Mons ce week-end. C'est en Indre-et-Loire, au sud de Tours. 25 jeunes collégiens, lycéens ou étudiants y présentaient leur invention sur place. Patrick Ferret avec Julie Postolek.
On trouve de tout dans ce salon des jeunes inventeurs. Des projets très sophistiqués comme ce fauteuil roulant à commande gestuelle, imaginé au collège Jean Renoir de Bourges. Et puis d'autres inventions plus légères ou qui prêtent parfois à sourire, de petits objets censés faciliter notre vie quotidienne. Un repose-cuillère par exemple conçu par une mini-entreprise du collège local. Cette année, la mini-entreprise de Spoon Up vous présente des repose-cuillères de façon un tout petit peu plus innovante que ce que vous pouvez trouver dans le commerce, du fait que nos repose-cuillères résistent à la chaleur, donc sur plaque à induction ou plaque électrique. Si c'est un gaz, eh bien on vous propose exactement le même repose-cuillère avec les mêmes fonctions, sauf que pour l'utilisation d'un saladier. Parce qu'avec la flamme, vraiment le contact de la flamme avec le plastique, ça va fondre. Sur 25 inventions, ce sont aujourd'hui majoritairement des mini-entreprises qui présentent au salon des projets collectifs. Mais il reste encore quelques figures fidèles à l'image de l'inventeur passionné seul dans son atelier. Tel Guillaume, qui à 13 ans déjà avait gagné ici un prix pour un sèche-parapluie. Il revient cette année avec un projet autrement plus ambitieux. C'est juste donc une gouttière qui va pouvoir générer l'électricité grâce à la descente de l'eau dans la gouttière. Donc en faisant tourner une petite turbine, eh bien, ça va pouvoir générer de l'électricité qui va être stockée dans une batterie après, à côté. C'est plutôt une invention qui a à destination des pays en voie de développement, qui possèdent de très grandes périodes de mousson, et où il y a des millions de foyers qui sont dépourvus d'électricité. Et ainsi, on va pouvoir peut-être assurer un début d'autonomie énergétique lors de grandes périodes de pluie pour ces pays-là, pour s'éclairer, mais aussi pour recharger des portables ou des petites batteries portatives. Plusieurs participants à ce salon unique en France ont déjà eu l'occasion de commercialiser leur invention. Les projets primés à Mons seront présentés au concours Lépine européen de Strasbourg. Elle aussi est créatrice, mais de lunettes. Portrait de la Blaisoise Clotilde Cormier. Après avoir travaillé pour des opticiens, elle s'est lancée en indépendante et a ouvert son atelier. La polyvalence est le maître mot. Elle a surtout du dessin à la réalisation. Reportage Arnaud Moreau, Grégoire Grichois. C'est l'histoire d'un rêve d'enfant devenu réalité, celui de Clotilde Cormier. Elle a lancé il y a un an son atelier de création de lunettes. Elle réalise chaque pièce de A à Z, du dessin à la finition. Un travail où elle doit manier savoir-faire artisanal et nouvelles technologies. Tout est réalisé sur mesure à partir d'une photo de ses clients. On peut montrer plusieurs propositions sur photo. C'est pas comme si on devait faire un dessin à la main. Ensuite, l'intégrer à une photo et c'est pas sans le numérique, on peut pas superpositionner les différents calques. Donc là, je peux montrer 3 propositions à mon client. Clotilde est à la fois opticienne et créatrice. Elle a voulu se lancer en indépendante pour toucher à tout. Une fois le modèle dessiné, elle transmet son schéma à une fraise numérique qui va le découper dans l'acétate. La monture va être ensuite polie et travaillée. Toutes les étapes successives prennent environ 1 mois. Depuis ses débuts, elle a réalisé une 30aine de montures. Ce qu'elle apprécie, la proximité avec le client. Pour réussir à concevoir la monture exactement comme l'attend le client, il faut que le client se livre pour que moi je puisse savoir ses besoins. Donc c'est un réel échange. Et la création sur mesure permet dans certains cas de soulager. Quand on arrive à trouver une monture qui correspond à la personne, où la personne se sent bien avec et où n'a plus de douleur, ben, c'est une certaine fierté et on est hyper utile pour cette personne. Donc c'est un épanouissement aussi personnel d'aider aussi son client et on apporte, on n'est pas juste un vendeur, quoi. Les premiers prix de ces lunettes artisanales se rapprochent de ceux des montures de marque, parfois réalisées de façon industrielle. Et Clotilde ne se contente pas de ces modèles pour les clients, elle réalise aussi des œuvres d'art. Ce soir, dans votre journal régional, nous allons parler de l'obésité avec notre invité. Nous recevons Claire-Émilie Olivier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice du centre spécialisé de l'obésité au CHR d'Orléans. On en parle dans quelques instants. D'abord, retour sur l'information de la semaine avec Bérénice Dufay. On commence avec les suites du Technival qui s'est tenu en Indre-et-Loire le week-end du 1er mai. Et on apprend ce lundi qu'une deuxième personne, une jeune femme originaire de la Sarthe, est décédée suite au Technival de Pernay en Indre-et-Loire, probablement par overdose. Une enquête a été ouverte. Vous voyez les traces de sangliers, des sangliers qui sont venus cette nuit. On voit la ligne de maïs là, qui est toute détruite d'un bout à l'autre. Il reste aucun pied de maïs. Cet agriculteur solognois est en colère. Son champ de 18 hectares de maïs a été complètement ravagé par une horde de sangliers. Il faut chasser tous les 15 jours, avoir une pression, les faire bouger. Ceux que vous ne tuez pas, les voisins vont les tuer. On doit en venir à bout de la population de sangliers. On ne doit pas voir un chantier comme ça.
Une grève particulièrement bien suivie ce mardi au centre de formation des apprentis du Loiret. Les élèves et les professeurs soutiennent leur directrice menacée d'exclusion. Il y a 20 ans déjà, un ancien directeur qui s'était suicidé avait dénoncé un management brutal. Il nous a laissé un document. Voilà, vous voyez, j'en parle, je suis pas bien, quoi. Et qui prouve vraiment qu'il y a eu des pressions professionnelles. Et du coup, là, on se retrouve dans une situation où on a peur. On a détecté, je pense, à temps, si vous voulez, ce phénomène encore. Autre mouvement de grogne, celui des postiers d'Indre-et-Loire qui ont débrayé ce mardi pour dénoncer la fermeture de 5 bureaux de poste en Touraine. Au cœur du conflit également, la réorganisation de la Poste qui supprimerait à terme un tiers des effectifs. Et on termine avec les ouvrières de la maroquinerie Stoeffler à Montrichard qui se sont mises en grève ce mercredi pour réclamer de meilleures conditions de travail et une revalorisation salariale. Il n'y a pas de dialogue. Il y a avant tout un patronat, une direction d'entreprise qui considère que l'entreprise a à elle, que les salariés doivent venir, se taire et produire. Point. Et on poursuit avec Cannes qui s'invite dans l'actu régionale. La région Centre-Val de Loire sur le tapis rouge de Cannes ce jeudi avec 3 films en sélection. Il y a d'abord Pépé le Morse, très joli film d'animation, écrit et monté à Vendôme. Melton Farm. Et puis il y a ce film coup de poing bouleversant qui a fait un triomphe hier au festival, 120 battements par minute ou le combat de l'association Act Up contre le sida. Film tourné en partie dans l'ancien hôpital d'Orléans et qui concourt pour la Palme d'Or. L'emblématique Sylvie Tellier était à Châteauroux ce vendredi pour annoncer que l'élection des Miss France se ferait en terre berrichonne. Ce sera en décembre prochain. Le soir de Miss France, les places se vendent très très rapidement. Je crois que le record, on avait vendu les places en 10 minutes à Limoges, l'année dernière en quelques heures à Montpellier. Donc de toute façon, le MAC 36 sera trop petit. Donc notre promesse, c'est que les Miss vont pendant 15 jours aller à la rencontre des habitants de Châteauroux et de l'agglomération. Inquiets et en colère, les parents d'élèves de la petite commune de Rozoy-le-Vieil dans le Loiret. Ils craignent le retour d'un agent communal condamné à 3 ans de prison ferme pour agression sexuelle sur 2 mineurs de moins de 15 ans. Pour nous, c'est inconcevable qu'il puisse revenir puisqu'il a été soumis à ne pas paraître aux abords des établissements scolaires. Alors comme vous pouvez le constater, l'école se trouve juste derrière nous et l'atelier est à 30 mètres de l'école. L'agent territorial a refusé une mutation et la mairie ne peut pas le licencier pour des questions budgétaires. Je trouve ça inconcevable qu'on privilégie les droits à la réinsertion d'un délinquant sexuel plutôt que le droit à la sécurité de nos enfants. Et je trouve ça dingue qu'on soit obligé de faire ça aujourd'hui et que le gouvernement ne soit pas capable de faire ce qu'il faut. Et on termine avec un joli doublé, une montée en Ligue 2 la saison prochaine et un titre de champion de France de national pour la Berrichonne. Bravo les gars! Et félicitations à Châteauroux. La semaine s'est également terminée par les journées européennes de l'obésité. C'était hier et avant-hier, avec un nombre conséquent d'actions en région centre. On en parle avec vous, Claire-Émilie Olivier. Je rappelle que vous êtes coordinatrice du centre spécialisé de l'obésité au CHR d'Orléans. C'est important de sensibiliser justement sur ce sujet de l'obésité. Bien entendu que c'est important parce que beaucoup de personnes souffrent d'obésité et même de surpoids. Il faut savoir qu'un Français sur 2 a un excès de poids aujourd'hui en France. Et plus on mettra l'accent sur ce sujet, plus on en parlera, plus on pourra sensibiliser en effet la population. Et j'en fais partie de ces 1 personne sur 2, je pense. L'obésité, c'est un phénomène de plus en plus important dans la société française. On va voir des chiffres qui datent de 2012, qui montrent que l'obésité touche 15% de la population, contre moins de 9% en 1997, 6 points de plus en 20 ans. Et en région centre, on parle même non pas de 15%, mais de 17% de la population qui serait obèse. Comment est-ce qu'on explique cette disparité régionale ? Alors, je n'ai pas d'études qui permettent d'expliquer cette disparité régionale, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs pistes peut-être qui peuvent être possibles, comme par exemple le revenu des familles ou l'accès à l'information, les modes de vie et les désertifications médicales de notre région. Dans les facteurs de l'obésité, il n'y a pas que la malbouffe, justement ? Non, l'obésité est justement une maladie multifactorielle donc, qui touche plusieurs secteurs. Donc en effet, l'alimentation en est un, mais il y a aussi l'activité physique, la gestion du stress, l'estime de soi. On voit qu'il faut toucher sur plusieurs choses pour être... Peut-être là un élément d'explication de cette croissance des chiffres de l'obésité.
Voilà, la multiplication des fast-foods, par exemple, et puis en même temps, un rythme de vie toujours de plus en plus rapide. Bien sûr, c'est un effet, en effet de société. L'important, je pense, ce sera vraiment d'essayer de changer ces comportements, ces modes de vie, cet art de vie. Alors, les fast-foods peuvent en être une explication, mais je pense que c'est réducteur de s'arrêter qu'à cette explication. Exactement. Alors justement, vous parliez de la prise en charge. Comment est-ce qu'on prend en charge les personnes qui sont dans situation d'obésité? Alors, l'objectif, en tout cas, des prises en charge, c'est d'avoir une balance énergétique négative. C'est-à-dire que l'important, c'est d'augmenter les dépenses et de diminuer les apports. Donc après, il y a plusieurs stratégies, mais vraiment l'important, c'est d'arriver à faire changer de comportement les personnes. Et on sait bien comme quoi le changement est très difficile. L'activité physique, c'est pas le seul moyen de C'est pas le seul moyen, mais c'est un des moyens. Plus nous allons bouger, plus du coup nous allons augmenter ces dépenses et donc favoriser un amaigrissement. Est-ce qu'on prend en charge de la même façon un adolescent et un adulte ? Alors, les objectifs vont être les mêmes. Par contre, c'est vrai qu'on aura des stratégies thérapeutiques et puis des méthodes pédagogiques qui vont être différentes. C'est pour ça qu'il y a des centres qui sont spécialisés dans les enfants ou les adolescents. Il y en a un à Blois, d'ailleurs. Tout à fait, le centre Terrae. Peut-être, qu'on voit l'image, justement. Les opérations chirurgicales, c'est vraiment le dernier recours. C'est le dernier recours. Alors, il y a des recommandations de bonnes pratiques, il y a des indications pour pouvoir avoir accès à ces chirurgies bariatriques. Elles sont au nombre de 4. Il y a 4 techniques chirurgicales différentes. Lesquelles ? Alors, il y a ce qu'on appelle l'anneau gastrique, la sleeve, le bypass et le switch. Le bypass, oui, c'est on court-circuite effectivement le système digestif. Très rapidement, la prévention. Avant la prise en charge, on parle quand même de prévention de l'obésité. Comment est-ce qu'on décèle les premiers signes d'obésité chez un enfant, par exemple ? Alors, la prévention est vraiment importante. Ce qui est très, très important, c'est de remplir la courbe de corpulence dans les carnets de santé des enfants. Parce que c'est le premier signe. Dès qu'on voit que le poids augmente, il faut vraiment agir précocement. On parlait des lieux de prise en charge en région centre. On les rappelle, il y en a 2, essentiellement. Alors, il y a 2 centres spécialisés de l'obésité en région centre. Un qui est situé au CHU de Tours, l'autre qui est au CHR d'Orléans. Il y a aussi des SSR, des soins de suite et de réadaptation, nutrition, qui prennent justement en charge ces patients. Mais il faut savoir que l'obésité, vraiment, ça se prend aussi en ville. C'est-à-dire que dès le médecin généraliste avec les professionnels libéraux. Alors, pour tout savoir sur l'obésité et retrouver ces lieux, un site internet obécentre.fr. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous dans quelques instants. Votre journal national. On se quitte avec ces images de Sully-sur-Loire et son rendez-vous, les heures historiques qui ont réuni 1200 participants en costume. Très bonne soirée.